Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à moi. Écoutez, je sais que vous êtes tous occupés. J'espère que vous êtes en train de semer ou que vous êtes sur le point de le faire. Je sais qu'il y a des retards. On a eu donc le premier rapport du SDA pour 2024-2025 et puis il y a beaucoup de choses dans ce rapport. Et là, je parle parce qu'on est en train d'admettre aussi du monde qui rentre en même temps, mais bon, on va leur donner, Francine, encore une minute ou deux. À la fin, évidemment, il y aura une période de questions et puis vous pourrez apporter aussi vos commentaires. Alors, si tu veux, Francine, commençons. Écoutez, pour ceux qui ont déjà suivi ce genre de conférence, c'est le format habituel. Je vais commencer par les offres et les demandes pour les États-Unis, couvrir ensuite le marché international et bien entendu terminer avec le marché local. Suivante. Alors, les offres et les demandes pour les États-Unis. Commençons par les superficies ensemencées. D'abord, rappelez-vous, il s'agit des superficies, ce sont des intentions. On n'a pas encore évidemment les ensemencements. Ils sont loin d'être finis, même s'ils ont démarré assez rapidement, quoique le rythme s'est un petit peu ralenti par la suite. Alors, ce que l'USDA nous a dit à la fin du mois de mars, c'est qu'il y aurait 90 millions d'acres de maïs semés aux États-Unis, comparativement à 94,6 millions d'acres l'an passé. Rappelez-vous, l'an passé, il s'était semé beaucoup plus de maïs que prévu et beaucoup moins de soya. Donc, on attendait un certain rééquilibrage et c'est ce que les intentions du mois de mars nous donnent. Pour le soya, 86,5 millions d'acres, le blé, 47,5, un total de 224 millions d'acres, moins qu'en 2023 comme total, mais quand même supérieur à 2022. Je vous dirais, pour les trois principaux grains, une superficie que je qualifierais de normale. Suivante. Alors, commençons par le maïs. On a donc 90 millions d'acres de prévus. Le rendement tel qu'il est pour le moment établi par le USDA, c'est 181 boisseaux de l'acre. C'est un rendement qu'ils appellent en anglais trend yield, c'est-à-dire c'est une moyenne tendancielle. Est-ce que 181 vous paraît élevé? Peut-être par rapport aux dernières années, mais d'un autre côté, c'est disons, la première estimation à froid, si vous voulez, de l'USDA. Évidemment, à chaque mois, ils vont l'affiner au fur et à mesure en fonction de la météo et de ce qui se passe dans le champ. Mais donc, on part pour le moment avec 90 millions d'acres et 181 boisseaux de l'acre. Suivante, s'il te plaît. Alors, ça nous donne une très bonne production, malgré tout. 14, presque 9 milliards de boisseaux. C'est moins que le niveau record de l'an passé, mais c'est quand même une production très élevée, la troisième plus élevée pour les États-Unis. Alors, oui, merci. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, il va y avoir une baisse, mais si le rendement est à 181 boisseaux de l'acre, la baisse sera quand même relativement mineure. Suivante, s'il te plaît. Pour les exportations, le portrait n'est pas très réjouissant. Bon, l'USDA prévoit une petite hausse de 100 millions de boisseaux. Les Américains sont donc prévus exporter 2200 millions de boisseaux en 2024-2025. C'est un petit peu plus que l'année courante. C'est sûr que c'est mieux que 2022-2023 où on avait vraiment eu un creux. Mais si vous regardez les niveaux que les États-Unis avaient eus comme en 2020-21, on ne peut pas dire que c'est un programme très fort. La principale raison ne vient pas au niveau de la demande, mais plutôt au niveau de la concurrence. Et le Brésil est prévu être là à nouveau. On va le voir tantôt. Suivante. Alors, le portrait
au niveau des stocks, et c'est ça qui a souvent beaucoup d'impact sur le prix, c'est que malgré la baisse de la superficie et une certaine baisse de la production, les stocks de report vont encore un petit peu augmenter en 2025. L'augmentation est relativement mineure, mais malgré tout, on reste au-dessus de 2 milliards de boisseaux de stock. Et ça, c'est un signal plutôt négatif pour les prix et pour la bourse. Parce que si vous voulez une simple règle aux États-Unis, les stocks sont considérés relativement élevés pour le maïs dès qu'ils atteignent ou dépassent les 2 milliards de boisseaux, ce qui est le cas pour le moment tel que l'USDA le prévoit. Au niveau du ratio stock-demande, c'est un ratio d'environ 14%, qui est quand même relativement élevé, quoique dans le passé, on a parfois connu pire, mais disons, ça montre qu'il y aura quand même pas mal de maïs chez nos voisins. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'a fait le contrat de décembre du maïs? Vous pouvez le voir, une certaine baisse. Et en fait, on monte 4,92 $, mais la présentation a été finalisée la semaine passée. Au moment où on se parle, c'est plutôt 4,90 $. Donc, le contrat de décembre a vraiment baissé, quasiment atteint le 4,40 $, ce que prévoit l'USDA pour l'an prochain, mais quand même est remonté depuis. Donc, par rapport à là où se trouve la bourse en ce moment pour décembre, l'USDA est vraiment baissier parce qu'il prévoit un prix de 4,40 $ qui est quand même, on va dire, environ 50 cents plus bas que là où se trouve le contrat de décembre. Ont-ils raison? Ont-ils tort? On va le voir. Mais de toute façon, ils vont ajuster leur cible au fur et à mesure à chaque mois. Mais pour le moment, le premier message, quand même, est baissier pour le maïs, malgré une baisse de la récolte aux États-Unis. Suivante, s'il te plaît. Passons maintenant au soya. Alors, pour le soya, on a une augmentation donc des ensemencements avec 86,5 millions d'acres, un rendement moyen tendanciel de 52 boisseaux de l'acre, ce qui semble relativement quand même raisonnable. Suivante, s'il te plaît. Et donc, la production de soya est prévue rebondir à un niveau quasi record, on va dire, d'environ 4,4 milliards de boisseaux. C'est un niveau élevé, mais ce n'est pas quelque chose qui sort des normes. Regardez, en 2021-22, on était à peu près à ces niveaux-là, même un petit peu au-dessus. Alors, bon, évidemment, ici, le portrait en partant est plutôt négatif. La production est prévue augmenter aux États-Unis. Voyons maintenant pour les autres facteurs. Suivante, s'il te plaît. La trituration est prévue augmenter encore rapidement pour atteindre et même dépasser 2,4 milliards de boisseaux. La raison, on en a souvent parlé ces derniers temps, c'est la forte demande pour le diesel renouvelable aux États-Unis. Donc, en réponse à cette demande, il y a beaucoup d'usines de trituration qui sont soit en expansion aux États-Unis, et il y a aussi de nouvelles usines qui sont en train d'être construites. C'est positif, même très positif au niveau de la fève, quoique récemment, on a vu peut-être un certain doute quant à la croissance future de la trituration. Récemment, par exemple, les marges des triturateurs ont un petit peu baissé. Il semblerait que l'industrie du biocarburant cherche à trouver d'autres intrants moins chers que l'huile de soya. Par exemple, les huiles de cuisson usagées importées de la Chine. Alors, vous savez, l'industrie s'adapte toujours. Quand un produit est cher ou relativement très cher, on cherche des substituts. Malgré tout, la tendance à la trituration va demeurer à la hausse à cause du mandat diesel renouvelable, principalement qui nous vient de la Californie, et toute la demande des biocarburants. Et
On s'attend donc que les 2 années suivantes, la trituration va continuer à augmenter. La suivante, s'il te plaît. Pour les exportations de soya, c'est un petit peu le portrait contraire et négatif. La tendance des 4-5 dernières années, vous pouvez le voir ici, est carrément à la baisse. Même si en 2024-2025, l'USDA prévoit une certaine augmentation avec 1825 millions de boisseaux, on s'entend quand on regarde les dernières années qu'on est loin des niveaux qu'on a connus. La raison ne vient pas de la demande, loin de là. On le verra tantôt, la demande chinoise est à des niveaux records, mais c'est principalement à cause du Brésil qui mène le marché mondial du soya et qui prend une position et une part de marché de plus en plus dominante. Suivante, s'il te plaît. Alors, au niveau des stocks, ce n'est pas une surprise. Ils sont prévus augmenter pour atteindre 445 millions de boisseaux en 2025. C'est un niveau relativement élevé. Bon, ici, sur le graphique, vous pouvez voir, on était au-dessus de ça en 2019-2020. Si on avait mis une année de plus, vous aurez vu qu'en 2018-2019, c'était encore pire. Vous vous rappellerez, cette année-là, il y avait eu le début de la guerre commerciale États-Unis-Chine, initiée par Donald Trump. Mais quand même, par la suite, les stocks étaient revenus à un niveau relativement bas. Pour les États-Unis, c'est entre 200 et 300 millions de boisseaux. Donc, à 445, c'est quand même un niveau considéré assez lourd. Suivante, s'il te plaît. Alors, l'évolution du contrat de novembre du soya, c'est une tendance relativement baissière, quoique, contrairement au maïs, on a ici pas mal de rebonds. On est remonté, on a rebaissé. En pointillé, vous pouvez voir la prévision du USDA pour 2024-2025, 11,20 $ le boisseau. C'est quand même pas mal plus bas que le niveau actuel du contrat de novembre. Bon, ici sur le graphique, on monte 12 $, 11 cents et demi. Le graphique a été fait la semaine passée. Aujourd'hui, si je me trompe, le contrat de novembre a clôturé à peine à 12 ou peut-être même un peu moins. Mais malgré tout, on peut le voir, l'USDA est baissier pour le soya par rapport au cours actuel. Mais vous pouvez le voir sur le graphique, on a quand même presque atteint ces niveaux-là à 2 reprises au cours des derniers mois. Donc, c'est quelque chose de très possible. Ce qui est quand même intéressant, c'est que l'USDA est baissier pour le soya, alors que, malgré tout, on va voir, il y a une demande record au niveau de la Chine. Suivante, s'il te plaît. Bon, ici, je vous ai mis le blé. La tendance était pas mal à la baisse, sauf depuis, on va dire, un mois. Et si vous voyez à droite la remontée, elle est liée tout simplement aux conditions météo assez, disons, incertaines en Russie. La Russie étant le premier exportateur mondial de blé. Mais je doute que cette tendance haussière se maintient et la tendance baissière est quand même assez bien implantée. Suivante, s'il te plaît. Alors maintenant, passons au marché international. Et puis, il faut quand même dire quelques mots sur l'Ukraine, même si on en a malheureusement beaucoup parlé depuis 2 ans. C'est un petit peu un rappel, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, quand on regarde actuellement ce qui se passe, l'Ukraine réussit à exporter 3 à 5 millions de tonnes de grains par mois. Bon, c'est moins que la normale d'avant-guerre qui était de 6 millions de tonnes, mais on s'entend, c'est quand même un niveau relativement proche. Et ce, malgré tout, alors que l'accord des ports sur la mer Noire n'est plus en vigueur. Ce qui est arrivé, c'est que l'Ukraine a pas mal décimé toute la flotte russe en mer Noire et que donc maintenant les navires arrivent disons, à charger et à quitter les ports ukrainiens sans être vraiment inquiétés par les Russes. Malgré tout, l'USDA prévoit une baisse de la récolte de blé en Ukraine qui passerait de 23 millions de tonnes en 2023 à 21 millions de tonnes en 2024. Honnêtement, ce n'est pas pour des
raison météo, mais c'est parce que tout simplement le pays est en guerre et les conditions de production sont de plus en plus difficiles. Et donc, l'USDA prévoit que les exportations ukrainiennes de blé baisseront de 17 millions et demi à 14 millions de tonnes. Je vous dirai ici tout de suite, je prends ces chiffres avec un grain de sel. Depuis 2 ans, l'USDA est très négatif sur les exportations de grains de l'Ukraine et finalement, au fur et à mesure, il les augmente parce que le pays, peut-être, va produire moins, mais le pays consomme de moins en moins de grains aussi, ce qui fait qu'ils ont un surplus à exporter qui semble être toujours là. Pour la Russie, ils ont un excellent rythme des exportations malgré les sanctions financières internationales. Il faut le dire qu'ils n'ont jamais visé le grain, mais au niveau des transactions bancaires et autres, il y a eu toutes sortes de sanctions. Mais bon, les Russes se sont adaptés et tout simplement, d'autres banques internationales ont pris le relais. Alors, comme je l'ai dit, la météo cette année est un petit peu incertaine. Il y a la région sud de la Russie qui est quand même sèche, ce qui fait que l'USDA prévoit une baisse de la récolte, 92 millions de tonnes l'an passé, un record absolu à 88 millions de tonnes cette année, ce qui demeure quand même un quasi-record. Et donc, les exportations baisseraient un petit peu de 53,5 à 52 millions de tonnes, ce qui demeure quand même une part de marché énorme pour la Russie. Parlons maintenant un peu de la réaction du marché. D'abord, au-delà des tonnages, il faut quand même souligner et se rappeler que les grains ukrainiens et russes sont vendus à des prix défiant toute concurrence sur le marché international. Ils sont carrément dompés pour 2 raisons. L'Ukraine, évidemment, n'a vraiment pas le choix et doit exporter coûte que coûte dans les conditions où il se trouve. Les Russes, d'un autre côté, sont étranglés économiquement et financièrement. Et en bout de ligne, ils ont juste 2 exportations, le pétrole et le blé. Alors, eux aussi n'ont pas vraiment le choix, ce qui fait qu'ils vendent leurs grains vraiment à rabais. Pour la bourse de Chicago, on est quand même passé d'un extrême à l'autre. Il y a 2 ans, vous vous rappellerez, c'était la panique totale. Le monde entier allait manquer de grains. Les contrats à terme avaient carrément explosé. Et maintenant, 2 ans plus tard, la bourse semble complètement indifférente à ce qui se passe en Ukraine. La prime au risque a totalement disparu à la bourse de Chicago. Pourtant, il ne faut quand même pas l'oublier, la guerre continue. L'infrastructure en Ukraine continue de subir des dommages et, comme toute guerre, évidemment, il peut y avoir toutes sortes d'imprévus et de rebondissements complètement inattendus. La suivante, s'il te plaît. Alors, parlons des exportations de blé. Ici, vous voyez les 6 principaux exportateurs au monde. On va commencer par la gauche. Les exportations australiennes sont prévues augmenter un petit peu à 23 millions de tonnes. C'est quand même pas mal plus bas qu'il y a 2 ans. Écoutez, tout va dépendre de la récolte. Ils sont en train de semer le blé au moment où on se parle en Australie. Les conditions d'humidité sont quand même assez bonnes dans l'est du pays, mais c'est l'ouest de l'Australie qui, pour le moment, est assez sèche. Au Canada, on prévoit des exportations de 25 millions de tonnes, mais à nouveau, ça va dépendre en bonne partie de la production de l'Ouest canadien. J'ouvrirai ici une parenthèse. Les prairies étaient quand même très sèches au début du printemps. Ils avaient eu peu de neige en hiver. Ils étaient inquiets, mais ils ont eu d'excellentes pluies au cours des 2 dernières semaines et les semis progressent bien dans de très bonnes conditions d'humidité. Si la tendance continue, là, comme on dirait en politique, il pourrait avoir une très bonne production dans l'Ouest, ce qui voudrait dire que le 25 millions de tonnes pourrait facilement augmenter à 27 ou 28 millions de tonnes. Bon, les États-Unis, à 21 millions de tonnes, sont devenus maintenant un exportateur relativement secondaire. Vous voyez la Russie qui domine, 52 millions de tonnes, donc des exportations qui baisseraient un peu. L'Ukraine à 14 millions de tonnes. Et finalement, l'Union européenne qui est généralement relativement stable, qui exporte autour de 34-35 millions de tonnes de blé année après année. Suivante, s'il te plaît.
Parlons maintenant des récoltes sud-américaines. Et on va commencer par le géant, le Brésil. Commençons par 2022-2023. L'an passé, le Brésil avait eu des productions records maïs et soya. 137 millions de tonnes de maïs et 162 millions de tonnes de soya. Alors, la récolte de soya qui vient de finir, ce sont les colonnes du milieu, 2023-2024. 154 millions de tonnes serait quand même une baisse, mais une bonne production de soya. En fait, le deuxième niveau le plus élevé. Ce qui est quand même intéressant, c'est que au moment où on se parle, le battage est fini à 98%, mais ils sont encore en train de débattre au Brésil sur la superficie qui avait été ensemencée. Et c'est drôle, mais c'est comme ça à chaque année. Les estimations de la production varient beaucoup d'une source à l'autre. Et souvent, le Brésil commence plus bas que l'USDA, puis finalement trouve quelques centaines de milliers d'hectares qui avaient été semés puis qui semblaient n'avoir pas été rapportés. Alors, tout ça pour vous dire, les conditions météo n'ont pas été aussi bonnes qu'en 2022-2023. Si vous regardez les estimations des Brésiliens, ils ne sont pas à 154 millions de tonnes. Certains sont à 145, 148. Mais honnêtement, j'aurais plus tendance à suivre l'USDA. Quant au maïs, 122 millions de tonnes, écoutez, ce n'est pas encore fait. C'est principalement ici la deuxième récolte de maïs, le maïs safrina qui est semé après le battage de la fève. Les semis ont eu lieu quand même dans de bonnes conditions. La saison des pluies est finie. Alors, on verra où finira le rendement. C'est peut-être pas aussi bon que l'année d'avant, mais pour le moment, on prévoit 122 millions de tonnes. Finalement, pour les colonnes de droite, c'est beaucoup trop tôt. On n'en sait rien. Le soya commencera à être semé à partir du 15 septembre. C'est le début de la saison officielle. Le maïs 2024-2025, on parle au fond du maïs qui sera semé en 2025. Donc, les chiffres que vous voyez, c'est tout simplement des projections. Ce que semble dire l'USDA, puis c'est un petit peu logique, c'est que, comme à chaque année, la superficie ensemencée de soya et de maïs va augmenter de 2 à 3 et si le rendement redevient meilleur qu'il a été cette année, il pourrait très bien avoir une production absolument record de soya à 169 millions de tonnes. Donc, pour le scénario des prix du soya, gardez à l'esprit que pour 2024-2025, pour les 6 premiers mois, on va dire d'ici à décembre, on parle principalement de la récolte de 23-24, donc 154 millions de tonnes. Et à partir de janvier et surtout février, on parle de la prochaine récolte, 24-25, qui, dans l'esprit du SDA, établirait un nouveau record. Suivante, s'il te plaît. Alors, passons maintenant à l'Argentine, un autre grand producteur sud-américain. Bon, pas aussi gros que le Brésil, mais quand même, c'est un gros exportateur. Si on regarde 2022-2023, l'Argentine avait une sécheresse désastreuse, très mauvaise récolte, maïs et soya. Pour l'année en cours 2023-24, on parle de 53 millions de tonnes de maïs, 50 millions de tonnes de soya. Le battage n'est pas encore fini. La saison est beaucoup plus étirée qu'au Brésil. Au moment où on se parle, je vous dirais qu'environ la moitié du maïs ou peut-être les 2 tiers du maïs et du soya sont récoltés, mais ce n'est pas fini. Malgré tout, c'est des bonnes récoltes, pas record, mais elles sont bonnes. Et pour 2024-2025, à nouveau, c'est beaucoup trop tôt. Ce sont de simples projections à ce stade-ci. Donc, ce qu'il faut retenir de l'Argentine et du Brésil, ce ne sont pas des niveaux records, mais ce sont quand même de très bonnes récoltes abondantes. La suivante, s'il te plaît. Alors, parlons maintenant des exportations. Ici, c'est le maïs, et puis on va commencer par l'Argentine. Puis, c'est vraiment, rappelez-vous, c'est l'hémisphère sud. Donc, Argentine et Brésil, regardez la colonne du milieu. Pour l'Argentine, c'est 38 millions de tonnes de maïs qui sont prévues à être exportées. Pour le Brésil, 50 millions de tonnes.
Donc, le Brésil, l'année passée, avait été pratiquement ex aequo, premier exportateur mondial de maïs. Cette année, numéro 2, mais pas loin derrière les États-Unis. C'est quand même intéressant. Euh, Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a tout juste 15 ans, le Brésil n'exportait presque pas de maïs. En l'espace de 15 ans, ils sont devenus de inexistants à premier ou deuxième exportateur mondial de maïs, ce qui est quand même incroyable. Et bon, à droite, l'Ukraine, 24 millions de tonnes. Écoutez, on verra. Honnêtement, c'est plus pour des questions géopolitiques et autres et non pas climatiques. Mais je pense que malgré tout, l'Ukraine n'a pas d'autre choix que d'exporter du grain, coûte que coûte. La suivante, s'il te plaît. Pour le soya, comme vous le savez, c'est vraiment le Brésil qui domine de très loin et depuis plusieurs années. Regardez les exportations brésiliennes, 96 millions de tonnes l'an passé, 102 millions de tonnes cette année. Les États-Unis sont loin, mais vraiment loin derrière. Et pour l'année prochaine, 105 millions de tonnes. Évidemment, c'est encore tôt, ça va dépendre de la prochaine récolte. Donc, quand on parle du Brésil, 102 millions de tonnes, au fond, le Brésil, à lui seul, peut fournir tous les besoins de la Chine. Et c'est ce qu'on va voir tantôt. C'est vraiment le tandem Brésil-Chine qui mène complètement le marché mondial du soya. Alors, on passera à la suivante, s'il te plaît, et on va parler justement de la demande chinoise. Alors, la Chine, c'est le premier importateur mondial de grains. Pour le soya, c'est carrément plus de 60% de la demande mondiale, mais c'est aussi le premier importateur mondial de maïs, de blé, et j'aurais pu mettre d'autres grains, le sorgho et autres. Donc, la demande chinoise, lorsqu'elle est là ou si elle est absente, a toujours un impact majeur sur le marché mondial. Et je vous dirais, c'est le troisième point qui est le plus intéressant, c'est que la Chine utilise de plus en plus sa position de premier importateur mondial à des fins géopolitiques. On l'a vu dans le passé. Vous vous rappellerez, avant 4 ou 5 ans, lorsqu'il y a eu l'affaire Huawei au Canada, du jour au lendemain, la Chine avait mis un embargo sur les importations de canola du Canada. Et puis, on n'arrivait plus à exporter du canola. Cela dit, on avait beaucoup parlé du canola, évidemment, qui était visé, mais le soya aussi avait été une victime collatérale. Même si officiellement le soya canadien n'était pas ciblé, on ne pouvait plus envoyer de navires de soya en Chine et donc ce marché avait aussi disparu. Et le dernier point quand même qui est important, c'est que l'économie chinoise est en récession. Ils ont beau dire c'est des ralentissements, c'est ci, c'est ça. La Chine n'hésite pas à tripoter, à changer leur scie comme bon leur semble, mais malgré tout, on le voit, il y a une crise du bâtiment, le chômage augmente, donc l'économie chinoise va assez mal. Suivante, s'il te plaît. Malgré cela, et on peut le voir ici, les importations chinoises, maïs, soya, blé, sont énormes. Pour le soya, c'est des records année après année. 105 millions de tonnes l'an passé, 105 millions de tonnes cette année. Et l'USDA prévoit 109 millions de tonnes en 2024-2025, ce qui est quand même énorme. Je me rappelle, il y a tout juste 8 ou 10 ans, j'étais à la conférence Outlook à Washington, puis un conférencier qui connaissait quand même très bien la Chine nous avait dit que pour lui, le plafond absolu des importations était à 100 millions de tonnes. Écoutez, on voit que non, il ne semble pas y avoir nécessairement de plafond. Puis vous pouvez voir aussi, bon, en plus petit, mais c'est quand même énorme, des importations de maïs qui sont prévues être 23 millions de tonnes en 2024-2025 et le blé à 11 millions de tonnes. Mais, c'est ça le problème, c'est un pays qui utilise de plus en plus le levier politique au niveau du marché des grains. Suivante, s'il te plaît. Bon, il faut bien parler du marché local parce qu'en bout de ligne, c'est ce qui nous intéresse le plus.
Ici, évidemment, je n'ai aucune prévision de production. Tout ce que je peux vous donner, c'est des ensemencements. Au niveau du Canada, si vous regardez la ligne du bas, il n'y a vraiment rien de majeur en 2024 par rapport à 2023. Rappelez-vous, cela dit en passant, ce sont les intentions d'ensemencement de SATSI Canada. Donc, ce sont les chiffres du 11 mars passé. Les semis effectivement faits, on aura les données fin juin, de mémoire 29 ou 30 juin. Donc, pour le moment, on parle des intentions. La seule chose peut-être que je relèverais, c'est l'avoine. Un certain rebond des superficies d'avoine, quand même modeste. Il faut dire qu'en 2023, les superficies d'avoine avaient énormément chuté au Canada. Suivant, s'il te plaît. Pour l'Ontario, c'est un petit peu le même portrait. Rien de majeur, maïs, soya. Le soya est bien implanté comme la première culture ensemencée chez nos voisins. Le blé, un seul mot ici, si vous demandez pourquoi ça retombe à 430 000 hectares alors qu'on était à 483 000 l'an passé, écoutez, on parle principalement du blé d'automne, donc ça dépend des conditions de pluie et d'humidité à l'automne. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont fini de battre la fève, ils sèment le plus vite possible le blé d'automne. L'automne passé avait été assez pluvieux en Ontario, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu semer autant qu'ils auraient voulu. Ça explique la baisse à 430 000 hectares. Suivante, s'il te plaît. Et maintenant, le Québec. Ce qui est intéressant pour le Québec, je vous dirais, c'est d'abord le maïs. Les intentions, c'est 20 000 hectares de plus. Pourtant, on s'entend, le prix du maïs n'a pas été fameux ces derniers mois, mais c'est un certain rééquilibrage vis-à-vis du soya. Donc, le soya baisserait par rapport à l'an passé, mais demeurerait quand même la première culture avec presque, on va dire, 390 000 hectares. Mais il y a donc un certain rééquilibrage. Pour les autres grains, c'est quand même très proche de l'an passé. Il faudra vraiment surveiller maïs et soya. Suivante, s'il te plaît. Alors ici, c'est un tableau qui est en bonne partie nos prévisions à Étienne et moi, Étienne, mon collègue et moi. Surtout évidemment, quand on regarde 2024-2025. Et je vais peut-être prendre un peu le temps pour décortiquer les chiffres. Bon, on commence avec les intentions d'ensemencement de SATSI Canada, 383 000 hectares. C'est le chiffre du mois de mars. On a utilisé un rendement de 9,6 tonnes l'hectare, ce qui est un peu plus élevé que l'an passé. Pourquoi 9,6? Au fond, c'est tout simplement la moyenne des 3 dernières années. Est-ce que c'est un rendement probable, raisonnable? On le verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà connu dans le passé des moyennes provinciales de 10 tonnes l'hectare et plus. Donc, avec 9,6, je pense qu'on est quand même relativement conservateur. Cela dit, regardez les stocks de début. On va démarrer 2024-2025 avec 550 000 tonnes de maïs. Donc, un niveau de stock plus élevé qu'en 2023-2024. Alors, disons, on démarre un petit peu plus lourd. Alors, avec la superficie qu'on a et un rendement de 9,6 tonnes l'hectare, ça nous donne une production, on va dire, 3,65 millions de tonnes. C'est plus élevé que l'an passé, c'est certain, mais on a déjà connu quand même dans le passé des niveaux de production plus élevés que ça. Alors, on a mis la consommation intérieure à 2 893 000 tonnes. Il faut un peu que j'explique ce chiffre parce qu'en arrière de ça, si on compare à l'an passé, on était plus bas. L'an passé, 2775, rappelez-vous, la crise porcine au Québec, la restructuration de l'industrie porcine, la baisse de la demande, une certaine panique, la fermeture de l'abattoir et autres. Il y a encore beaucoup de questions là-dessus. Je vais avoir une diapo par rapport à l'industrie du porc. Et je vous dirai beaucoup de questions, pas de réponses. Donc, ce qu'on a fait pour 2023 et 2024, Étienne et moi, on avait baissé la consommation à 2 millions
775 000 tonnes. On l'a remonté en 2024-2025, 2 893 000. Honnêtement, c'est pas parce qu'on est très optimiste par rapport au porc, mais on pense tout simplement que vu que le prix du maïs a chuté, on va dire les mots tels qu'ils sont, lorsqu'un grain est cheap, la demande revient. Et on pense que tout simplement l'industrie va réagir et peut-être a commencé déjà à réagir en consommant plus de maïs. Du maïs à 240, 250 dollars la tonne pour une meunerie est plus attrayant qu'un maïs à 300 dollars et plus. L'autre chiffre ensuite, les exportations, c'est un chiffre délicat et difficile à cerner. On a été, on va dire, un petit peu optimiste. On a mis des exportations qui augmentent de 100 000 tonnes pour atteindre 679 000 tonnes. Est-ce réaliste? Je pense que oui. Est-ce probable? On verra. On verra parce que les exportations de maïs du Québec vont, quand c'est en bateau, là, je ne parle pas des trains qui vont aux États-Unis, mais les bateaux vont principalement en Europe. Or, l'Europe semble probablement avoir une récolte normale de maïs. Ce qui fait que leur demande n'est pas nécessairement, ne va pas être en augmentation. L'autre chose, il y a beaucoup de concurrence, maïs ukrainien et maïs brésilien. Donc, dans ce scénario, on a des stocks de report à 690 000 tonnes, donc un alourdissement. Vous pouvez le voir, si vous commencez les stocks en 2023-2024, le début, 336 000 tonnes en 2023, 550 000 tonnes en 2024, 690 000 tonnes en 2025. Est-ce que ça pourrait être pire? Je vais être tout à fait franc avec vous, oui. Par exemple, si on n'arrive pas à exporter 679 000 tonnes ou si la consommation intérieure ne rebondit pas autant qu'on l'a mis ici, évidemment, les stocks pourraient être encore plus lourds. Suivante, s'il te plaît. Taux de change, évidemment toujours important. Il faut se rappeler, ça a un impact majeur sur les bases locales. Tout ce qu'on peut dire ici, et on le voit très clairement avec la flèche et la tendance, c'est qu'au fond, euh, le taux de change canadien ne fait pas grand-chose par rapport à l'américain, ce qui veut dire que l'impact est relativement stable. Il n'est ni haussier ni baissier. Et on va dire que notre devise fluctue en gros entre 73 et 74 cents US. Donc, on ne peut pas dire que le taux de change a joué un rôle dans un sens ou dans l'autre au cours des derniers mois. La suivante. Ici, vous pouvez avoir un aperçu des prix des céréales et du canola. C'est des prix mensuels à partir d'août 2023 jusqu'au mois d'avril. Et donc, vous pouvez voir un peu l'évolution des prix, avec quand même un bémol pour les céréales. On monte des prix quand même intéressants. Là. Si je prends le mois d'avril, par exemple, l'orge à 333 dollars la tonne, le blé banifiable 374 et autres. Euh, Ce sont les prix des contrats. C'est ce qu'on rentre dans le système. C'est ce qu'on met donc dans le SRDI. Malheureusement, à cause de la qualité que vous avez eue à la dernière récolte, ce n'est pas nécessairement les prix que vous obtenez. On est parfaitement conscient que beaucoup de producteurs ont été escomptés, parfois lourdement, soit à cause d'indices de chute ou des toxines ou du poids spécifique. Mais écoutez, nous, ce qu'on dispose, c'est les prix des contrats et c'est ce qu'on affiche donc ici. La suivante, s'il te plaît. Alors, on va parler maintenant du prix et de la base. J'ai mis ici pour le maïs le prix et la base pour la récolte. La base est en dollars US, donc on enlève tout effet de change, du taux de change. Pour la base, je vous dirais, elle est un petit peu négative, mais pas trop. C'est une base que je qualifierais relativement correcte. Bon, peut-être qu'à -20, elle est un peu plus basse.
Les prix, vous pouvez le voir, au fond, ils ont varié avec la fluctuation de la bourse. À un moment donné, les prix récoltes pouvaient être aussi bas que 230 $ la tonne. Ils sont remontés à environ à 250. On est un peu en dessous ici. Ce sont des prix hebdomadaires. Je pense que j'ai récemment vu des prix un petit peu au-dessus de 250 $ la tonne. Alors, c'est bon, c'est mauvais. Tout est relatif. Si on se compare à là où on était il y a 8 ou 9 mois, on s'entend. C'est pas des prix attrayants. Si on les compare à vos coûts de production, je pense qu'en moyenne tourne autour de 250, 260 $ la tonne. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Mais le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Et vous pouvez même le voir sur ce graphique. On a eu du 230. Si vous pouvez obtenir 250, 260, c'est pas nécessairement fameux, mais c'est peut-être un prix, entre guillemets, acceptable pour livraison à la récolte. Peut-être encore plus pour ceux qui ne disposent pas de silos, parce qu'un certain nombre de producteurs n'ont pas ou n'ont pas assez de silos et se trouvent dans l'obligation de livrer à la récolte. Alors, c'est juste à garder à l'esprit que, au fond, quand on regarde l'évolution, on avait commencé à 250 $ la tonne, on est revenu à peu près à ce niveau-là. Donc, on peut dire qu'on est à peu près dans un prix qu'on avait connu au début de l'année. La suivante, s'il te plaît. Pour le soya, la base est plus basse que pour le maïs. Je vous dirais, les acheteurs se protègent. Puis vraiment, le soya est d'abord et surtout un grain d'exportation. Quand je vois une base en -60, honnêtement, c'est pas mal plus bas que ce qu'on a connu. La normale, entre guillemets, serait plutôt à -20, -30. Cela dit, vous pouvez le voir sur la courbe des prix. À cause du rebond ou d'un certain rebond boursier à Chicago depuis quelques semaines, les prix quand même pour la récolte se sont redressés. Ce sont des prix qui sont repassés au-dessus de 570 $ la tonne. Et donc, à nouveau, quoi faire? Fermer ou ne pas fermer les prix, c'est évidemment toujours la question. Euh, on s'entend, c'est pas les prix du soya qu'on a connus avant 10 ou 12 mois, mais je pense que ce sont des prix quand même plus acceptables qu'un 530 ou 532 $ la tonne que j'avais vu à un certain moment. Prochaine, s'il te plaît. Alors, ici, un mot par rapport au port au Québec. Écoutez, on en a beaucoup parlé. Vous êtes tout à fait au courant de ça. En avril 2023, la nouvelle convention de mise en marché des ports qui prévoyait donc qu'on allait produire 1,1 million de porcs de moins, la fermeture de l'abattoir à Vallée-Jonction. Et donc, au début, en avril passé, il y a eu une panique. Oups, on a changé de diapo. Merci, Francis. Il y a eu une panique. On a pensé que la demande annuelle de maïs allait baisser jusqu'à 300 000 tonnes, ce qui aurait voulu dire une baisse de 10 %. Les bases avaient dégringolé, puis on avait réalisé que ce scénario était trop pessimiste. Et donc, la baisse de la demande de maïs serait plutôt de l'ordre de 200 000 tonnes. À nouveau, c'est quand même drôle à dire. On parle de l'industrie du porc au Québec, mais on a très peu d'informations. Il y a beaucoup d'incertitudes quant aux chiffres. Je pose la question, est-ce que le pire est passé? L'industrie est-elle stabilisée? J'avais parlé à des gens qui travaillent aux élevateurs de porcs du Québec, donc des collègues. Ils étaient relativement optimistes la dernière fois que je leur ai parlé. Moi, je veux bien les croire. Je ne suis pas un expert dans le porc, mais la seule chose que je remarque quand même, c'est que à tous les 2, 3 ou 4 mois, on voit une annonce d'une autre fermeture de l'email. On nous parle de restructuration, de ci, de ça, de centralisation de la production.
Des beaux termes de management, mais en bout de ligne, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a encore et toujours des fermetures. Alors, c'est à suivre. La prochaine, s'il te plaît. Alors, on arrive peut-être à la partie qui va le plus vous intéresser, la conclusion, et on va commencer par les prévisions de prix du USDA. Alors, pour 2024-2025, on a eu leurs prévisions. Le maïs qui baisse à 4,40 $ par rapport à 4,65 $ cette année. Le soya qui baisse à 11,20 $ par rapport à 12,55 $. Le premier commentaire que je ferai, c'est que ce sont des prix qui baissent par rapport à l'année courante, mais en plus, si on compare aux 2 années précédentes, c'est sûr qu'on a une vraie débâcle. Écoutez, 2020, 21, 22, le maïs en moyenne à 6 $, 22, 23 à 6,50, puis là, on parle de 4,40, c'est quand même plus de 2 $ le boisseau en dessous où on a été en 22, 23. Pareil pour le soya. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'USDA est, dès le départ, négatif et baissier pour le maïs, alors que, rappelez-vous, la superficie est prévue baisser et la production est quand même prévue baisser. Et donc, malgré cela, ils sont baissiers pour le maïs. Suivante, s'il te plaît. Alors, on va le voir ici, les facteurs clés. Donc, ils prévoient une baisse des prix du maïs, du soya et du blé d'ailleurs, soit dit en passant. Et les prévisions sont bien en dessous des niveaux actuels des contrats à terme pour la récolte, comme on l'a vu au début de la présentation avec les graphiques. Donc, la superficie aux États-Unis est prévue baisser pour le maïs, augmenter pour le soya. Normalement, ça devrait être positif pour le maïs. Mais pourquoi c'est négatif? C'est que les stocks des deux grains augmentent en 2025, y compris pour le maïs. Et c'est pour ça que l'USDA est baissier en partant. C'est que malgré une diminution des superficies et de la production, il prévoit que les stocks vont tout de même augmenter en 2025, ce qui est négatif. L'Amérique du Sud, on en a parlé, production sud-américaine abondante, mais pas record. Écoutez, l'Argentine va finir de battre leurs grains probablement d'ici 3 ou 4 semaines. Au Brésil, le battage du maïs safrina devrait débuter première ou deuxième semaine de juin, donc on aura une meilleure idée du rendement. Mais en bout de ligne, c'est clair, ils ont de bonnes récoltes. C'est peut-être le point suivant qui est le plus intéressant, puis vraiment, ça nous est tombé sur la tête la semaine passée. La guerre économique États-Unis-Chine a tout simplement repris. M. Biden a augmenté les tarifs douaniers sur une multitude d'importations chinoises. Je vous donne un exemple. Les autos électriques chinoises qui rentraient aux États-Unis étaient taxées à 25 %. Le tarif va passer de 25 à 100 %. Il va quadrupler. Et il y a en fait une multitude de produits, dont des produits très importants comme les puces électroniques et autres. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux vous garantir une chose, et ils l'ont déjà dit, la Chine va répliquer. Où, quand, comment, je ne sais pas, mais c'est très clair que M. Xi, là, le président chinois qui veut rivaliser avec les Américains, il va répondre à cela. Alors, la demande chinoise de grains, elle est record pour le soya, très bonne pour le maïs, on l'a vu. Mais rappelez-vous, c'est une demande influencée par la géopolitique. Et pour moi, c'est très clair que la Chine fera tout son possible pour privilégier les autres exportateurs au détriment des États-Unis. Maintenant, le problème, je vous parle de ces deux points, la guerre économique, la réponse chinoise, mais ça, c'est arrivé après le rapport de l'USDA. Donc, quand les analystes de l'USDA ont fait leurs prévisions pour 2024-2025, la guerre économique n'avait pas encore repris. Gardez ça à l'esprit. Et donc, je serais très intéressé de voir le mois prochain, en juin, si cela va affecter les prévisions de l'USDA. La prochaine, s'il te plaît.
Maintenant ici, évidemment, Statistique Canada nous prévoit une hausse de 5% de la superficie de maïs chez nous. Si on prend un rendement normal de 9,6 tonnes de l'hectare, on l'a vu, la production augmenterait de plus de 300 000 tonnes ou de 9%. Veut pas, on aurait un grand surplus de maïs. Maintenant, je sais, vous êtes tous inquiets, on a un peu des retards dans les semis. Et je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais il n'y a pas de corrélation, de lien direct entre la date des semis et le rendement final. On le voit année après année au Midwest ou ailleurs, au Canada, au Québec et ailleurs. À moins que le retard ne soit extrême, je vous dirais que les semis se fassent un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il n'y a pas un lien direct avec le rendement final. Tout ça pour dire que, j'espère que vous allez pouvoir semer votre maïs dans les prochains jours. D'ailleurs, la météo, a priori, est bonne. 2, même ceux qui vont finir de semer à la fin du mois de mai, ils pourraient très bien avoir un très bon rendement. Et finalement, on a toujours l'incertitude par rapport à la demande locale pour l'alimentation animale. Suivante, s'il te plaît. Alors, notre scénario pour 2024-2025. Écoutez, cette année, 23-24, on a eu une chute brutale des prix du maïs et du soya. Pour 24-25, le portrait initial de l'USDA est baissier au niveau des prix. Mais c'est drôle, quand on regarde l'offre et la demande internationale, au fond, leur portrait est plutôt neutre. Alors, très important, fin juin, on aura les superficies ensemencées aux États-Unis, au Canada, et on commencera à avoir une certaine idée des rendements à venir. Alors, quelle stratégie pour vous autres? Écoutez, ça fait quelque temps qu'on le dit et on est plusieurs analystes à le dire. Profitez des rebonds boursiers pour fermer des prix. On me l'a déjà demandé, puis honnêtement, le scénario pour l'an prochain pourrait être carrément négatif. Un exemple, si les rendements aux États-Unis sont vraiment bons et que la guerre commerciale empire ou affecte le grain, c'est un scénario qui est possible. Et finalement, au Québec, ben, les bases du maïs sont quand même à risque, surtout si l'augmentation de la superficie ensemencée est confirmée. Et d'un autre côté, ce que quand même j'espère, qu'on ait un bon rendement. Et si par-dessus tout, la demande est au ralenti. Prochaine, s'il te plaît. Alors, voici ce qui conclut notre webinaire ici. Évidemment, là, on va passer aux questions, commentaires ou autres. Alors, ben oui, merci Ramzy pour toutes les informations. Alors, comme tu dis, on est rendu au stade des questions. On vous invite à soit écrire dans le chat ou à lever la main bleue pour prendre la parole. Alors, selon la version de Zoom que vous avez 3 moyens de le faire, soit en cliquant sur participant qui se trouve dans le bas de votre écran normalement. Et un petit encadré va apparaître. Vous devez peser sur poser une question ou raise your hand selon la version, comme ceci. Ou vous pouvez, peut-être que vous avez directement l'icône Raise Hand dans le bas de l'écran. Vous pouvez appuyer sur cette icône ou encore cliquer sur Réaction, puis vous allez avoir un encadré qui va apparaître et vous pesez sur Raise Hand. Donc, la parole est à vous. Et je rajouterais au besoin, prenez le micro puis commencez à parler. Oui. Alors, comme d'habitude, Ramzy, tu as été très clair. Il n'y a pas de questions. Ah, Monsieur Pion. Oui, merci Francine, bien merci Ramsey pour la présentation. L'état d'avancement des semis, Ramsey, en Ontario pour les États-Unis, peux-tu nous en parler un petit peu? Aux États-Unis, le dernier rapport, ils avaient une légère avance pour le soya de 1 ou 2 par rapport à la normale. Le maïs, ils avaient pris un peu de retard, je crois de 4 ou 5 par rapport à la normale. Mais ce qui arrive, c'est que, tu vois, Sylvain, pour moi, c'est à double tranchant.
D'un côté, quand tu as une alternance de soleil et de pluie comme ils ont dans le Midwest, ça ralentit évidemment un peu les semis. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les conditions pour la germination, la levée et autres, écoute, elles sont bonnes, pour ne pas dire excellentes. Puis quand je regarde, ils ont une carte qu'ils appellent le US Drought Monitor et qu'ils mettent à jour à chaque semaine, qui est très intéressante. Et normalement, habituellement, quand tu regardes le Drought Monitor fin avril, début mai, tu as toujours une partie du Midwest qui est vraiment sèche, très sèche. Cette année, la grande majorité n'a aucun déficit d'eau, à part une certaine région du blé de force roux d'hiver qui est un petit peu nord de Texas, Oklahoma, Kansas. Mais on s'entend, à part cette région très spécifique, les conditions d'humidité dans le Midwest sont bonnes, très bonnes. Puis, j'irai un peu plus loin, peut-être c'est ça un peu qui m'inquiète. Quand tu regardes les prévisions à 10 et 15 jours, on s'entend, c'est des prévisions. Mais actuellement, ce que les modèles météo prévoient pour le Midwest, c'est des précipitations en général au-dessus de la normale. Donc, oui, les semis ne vont pas se terminer, disons, en un temps record. Ce sera peut-être un peu dépassé la période optimale. Mais d'un autre côté, l'humidité des sols est excellente. Ensuite, s'il pleut, comme on dit en anglais, rain makes grain. Et l'autre chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que les dates optimales des semis sont basées, bon, sur le passé, les conditions climatiques. Ce qu'on voit quand même depuis quelques années, on le voit ici, on le voit au Midwest, on le voit partout, c'est que la fin de l'été et le début de l'automne est devenu maintenant très doux. Je le vois même dans l'Ouest canadien. Moi, quand j'ai commencé à Winnipeg dans les années 90, du gel début septembre, c'était monnaie courante. Maintenant, gel début septembre, non, c'est plutôt fin septembre, parfois même octobre. Tout ça pour dire que du maïs semé après la période optimale, je crois que pour une bonne partie du Midwest, l'optimal, c'est jusqu'au 20 mai. Peut-être que avec la nouvelle réalité, avec les changements climatiques, l'optimal n'est plus nécessairement le 15-20 mai, mais est rendu 25 ou 28 mai. Tout ça pour dire que oui, une partie du maïs va être peut-être en dehors de la meilleure fenêtre, mais c'est quand même presque surprenant. Tu regardes la carte globale du Midwest, à part la petite région du Hard Red Winter Wheat, écoute, il n'y a quasiment aucun déficit d'eau. Donc, le rendement là, au nombre de boisseaux, tu parlais tantôt, c'est pas 181 boisseaux à l'arbre aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est quelque chose là, qui est bien possible. Euh, Évidemment, écoute, on s'entend, c'est très tôt. Oui. Mais là, on se parle entre nous. Mais pour reprendre la fameuse, c'était qui, le fameux journaliste Radio-Canada, si la tendance se poursuit, là, tu vois de qui je parle, je te dirais au niveau d'humidité des sols, puis là, il y a quand même une très bonne corrélation. L'humidité, les précipitations et le rendement final. Écoute, s'il continue comme ça, ce serait très bien parti. D'ailleurs, c'est intéressant, j'avais des rencontres avec des producteurs de l'Ouest hier et aujourd'hui. Même scénario dans les prairies. Il y a un mois, ils étaient carrément pessimistes et autres. Écoute, il y a des régions des prairies qui ont eu 75 mm d'eau en 2 semaines. Bon, pour nous autres, c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas des records, mais pour eux, waouh! Alors, à nouveau, ils se croisent les doigts qu'il n'y en ait pas non plus de trop, mais mettons que les sourires sont revenus. Les sourires sont revenus. Merci. Ah, vas-y, Merci. Régent. Euh, ah, Attends un petit peu.
OK. Une question, comme on parle des Chinois et de l'Inde, c'est des gros consommateurs et d'importateurs, mais c'est des pays qui produisent beaucoup. Dépendant de leur production, ils importent plus ou moins. Ça peut-tu influencer beaucoup ou... Euh, Écoute, Régent, oui, si on savait quelle était leur production. Le problème avec la Chine, ils truquent carrément leurs statistiques. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils produisent. Et d'après eux, ils ont toujours des productions records. Maintenant, pour la Chine, l'impact pour moi serait plus sur le maïs, parce que pour le soya, ils en produisent peu, mais pour le maïs, c'est un très gros producteur. Donc, effectivement, ça pourrait réduire leurs importations de maïs de quelques millions de tonnes. Puis là, je ferai un lien avec la politique, si tu veux bien, Régent. Surtout s'ils se retrouvent en guerre économique, en fait, ils sont dans un contexte de guerre économique avec les États-Unis. Si leur production leur permet, ils vont essayer de limiter, par exemple, les importations de maïs. Soya sera pas mal plus difficile, ils en produisent très peu. Euh, Puis, quand leurs importations de soya avaient réellement baissé, ça avait coïncidé avec la première guerre économique de M. Trump en 18-19, 19-20. Il faut se rappeler, à ce moment, il y avait la peste porcine africaine en Chine. Leurs troupeaux étaient réduits, leur cheptel était réduit, donc leur demande réelle était réduite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est revenu à la normale. Mais je dirais pour le maïs, pour moi, ce serait plus à risque. Ils pourraient décider de carrément snober complètement le maïs américain. De toute façon, ils auraient du maïs brésilien et ukrainien. Pour ça, j'ai aucun doute. Pour l'Inde, tu as parlé de l'Inde. Écoute, l'Inde, c'est moins politique, c'est beaucoup plus relié à leur mousson. La mousson, officiellement en Inde, c'est juin, juillet, août, septembre. On parle de 4 mois. Et donc, à partir de, je te dirais, on est quoi, le 16 mai, d'ici une semaine, 10 jours, on va commencer à regarder le début de la mousson en Inde. Puis normalement, ça commence à l'est, puis ça va vers le centre et vers l'ouest. Eux, c'est vraiment à ce niveau-là de la mousson que ça se joue beaucoup. Parce que quand ils ont une bonne mousson, c'est certain, on voit dans les journaux, à la télé, les inondations, puis les pauvres gens qui sont inondés et les maisons sous l'eau. Mais c'est ça dont ils ont besoin, c'est drôle à dire. Alors, on le verra, on le verra. Mais au niveau de la Chine, je n'ai aucun doute qu'ils vont réagir à l'attaque commerciale de M. Biden et ils vont le faire vite. Comment, sous quelles conditions? On va le voir, mais d'après moi, Régent, on va le voir assez vite. Oui, puis ils jouent aussi avec les réserves aussi. Ils ont des réserves stratégiques. Absolument, absolument. Et personne n'a la moindre idée de quelles sont leurs réserves. À nouveau, on ne sait pas. On ne sait pas, hein? Non. Parce qu'il y a eu la guerre commerciale, ils ont joué avec leurs réserves. Puis quand Oui. ils ont ouvert la machine, ils ont fait leurs réserves. On ne sait pas comment ils l'ont, hein? Oui, puis écoute, ce ne sont pas les seuls. Regarde ce que les États-Unis ont fait quand le prix du pétrole avait trop augmenté il y a une couple d'années. Ben, ils ont utilisé leurs réserves stratégiques pour calmer le marché, à tel point que les réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis sont à un des niveaux les plus bas des 30 dernières années. Ce qui est, OK. ce qui est quand même intéressant parce que quand tu regardes ce qui se passe au Moyen-Orient, tu te dis, bah, écoute, c'est une décision politique, mais oui, ils vont le faire. J'ai aucun doute. Ben, ça peut jouer beaucoup sur nos prix, ça. Oui, oui, ça peut jouer beaucoup, puis ils sont très forts à jouer cette carte. Bon, j'ai parlé du canola ici, j'ai parlé de la guerre commerciale. Ils l'ont fait avec l'Australie il y a une couple d'années. C'était avec la COVID. L'Australie avait fait quelques commentaires par rapport à la responsabilité de la Chine dans la COVID. Ça avait déplu au gouvernement australien, chinois. Et du jour au lendemain, ils avaient mis un embargo sur l'orge de brasserie australienne qui normalement va d'abord et surtout en Chine.
ils avaient bloqué. Alors, oui, oui, Ça, il pourrait déstabiliser le marché. ça veut dire si notre gouvernement fait une déclaration, des fois, qu'il n'aime pas, peut se faire mettre sur le coraux. Oui, mais je vais dire, notre gouvernement, on dirait, est rendu à la fin de sa vie utile. Alors, je n'ai pas trop peur à ce niveau-là. Ouais. Ben, je te remercie bien. J'aimerais vous poser une question, puis n'importe qui peut répondre. Est-ce que vous trouvez que je suis un peu trop pessimiste? Certains d'entre vous seraient plus optimistes que moi? Moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. En dehors des trois céréales de base, là, Oui. je regardais tantôt sur l'acétate, là, le prix de l'orge. Elle a pris un bond. Depuis décembre, ça allait monter beaucoup. Écoutez, moi, je suis toujours un peu prudent quand je parle de l'or. Je vais être très honnête avec vous. On a très peu de données au SRD. Donc, quand on affiche des prix, c'est basé vraiment sur un petit tonnage. Honnêtement, je me demande parfois jusqu'à quel point est-ce représentatif. Mais cela dit, il y a une chose qui est quand même évidente, puis j'ai eu tout à l'heure un appel à ce sujet, c'était intéressant. Un petit transformateur, mais eux, c'était pour l'avoine. Avec la mauvaise qualité de la dernière récolte, au moment où on est rendu maintenant, il en manque de l'avoine ou de l'orge de OK, bonne ça pourrait qualité. expliquer le prix qui est si haut. Exactement. Puis OK. la dame en question, je crois qu'elle fait des aliments pour, si je ne me trompe pas, pour les chats et autres. Elle était désespérée, et puis elle me disait qu'il y avait de la moisissure dans son avoine et autres. Puis honnêtement, son vendeur est quand même un des gros vendeurs de la province, mais j'ai dit, c'est qu'il n'y en a plus tellement des céréales de qualité. Alors voilà, pour moi, c'est ça l'explication. Fait que c'est peut-être bon de former un contrat présentement. Euh, Oui, puis quand je regarde, par exemple, le blé fourragé pour la récolte, écoutez, vous pouvez le voir sur notre site. Il y a quand même de bons prix. Mhm. Honnêtement, actuellement, toute proportion gardée, les meilleurs prix que je vois pour la récolte, c'est le blé fourragé. La demande est là et ils sont prêts à mettre le prix. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ou un commentaire? Sylvain, vas-y. Regarde, Ramsey, là, je vais tenter de répondre un petit peu à la question que tu as posée par rapport au scénario, si tu es pessimiste ou bien trop ou passé, là. Avec les chiffres que tu as présentés, puis les prévisions de USDA, la situation, les inventaires, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe pas mal, là. C'est quoi, là, 690 000 tonnes, là? 679 000 tonnes là, en fin de 2024, là, puis on est parti à 336 000. Et ça, je pense que ça peut nous rentrer dedans à un moment donné avec la base là, assez impressionnant, j'ai l'impression. Là, mais regarde, c'est des scénarios. Là. Je pense que tu l'as mentionné depuis quelques mois. Suivre le marché puis vérifier les soubresauts. Là. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça a bien de l'allure réaliste, je ne sais pas, là, mais tantôt, tu as utilisé deux mots. Là. Mais j'ai l'impression que c'est des scénarios que tu nous as présentés qui sont bien plausibles. Là, ouais. Oui, puis je dirais, il faut vraiment suivre de très près ce marché. Parce que, écoute, on a quand même pris ce que j'appellerais un rendement presque conservateur à 9,6 tonnes l'hectare. Je veux dire, il y a quelques années, on a eu du 10, 10,2 et autres.
Bon, et si tu reprends un peu cette offre et demande, joue avec, puis tu mets un rendement à 10 tonnes l'hectare, qui n'est pas un record, soit dit en passant. Je veux dire, quand on a fait un peu l'exercice avec Étienne, à un moment donné, Étienne est devenu un peu blême parce qu'il voyait les stocks gonfler, puis il m'a dit, coudonc, Ramsey, ce serait des stocks records. Bon, comme j'ai dit, c'est un scénario, là, on joue avec les chiffres, on n'est pas là, mais c'est des choses à garder de vue. Alors, dans tout ça, tu mets aussi le contexte politique avec, je veux dire, écoute, c'est pas pour défendre Trump, je peux pas le blairer comme tout le monde, mais je dois dire une chose, M. Trump, oui, a commencé la guerre commerciale, mais quand M. Biden est venu au pouvoir, la première chose qu'il a fait, il a maintenu tous les tarifs douaniers en place, tels quels. Et maintenant, il les a augmentés. Alors, au niveau politique, on se rappellera, la Chine avait réagi assez brutalement sous Trump. Ça risque de brasser fort. Et moi, ma crainte, comme Régent l'a dit, c'est qu'ils savent très bien comment déstabiliser un marché. Ils sont très forts là-dedans. Ça ne prendrait pas grand-chose, Sylvain, pour commencer à déstabiliser ça. Surtout s'ils arrivent au bon moment, puis ils seraient capables d'arriver avec ce genre de choses au bon moment. L'élément Ramsey là, qui est peut-être là, qu'on sous-estime aujourd'hui, tu as parlé de report des dates de semis là, dans le maïs, que ça a plus ou moins d'importance sur le rendement. Moi, qu'est-ce que je constate, puis qu'est-ce qu'on entend parler, c'est que s'il y a un changement, là, il y a une mouvance là, du maïs au soya, que là, on vient de perdre des superficies là, où on risque de perdre un certain nombre de superficies de production de maïs qui va être transféré en soya. Là. Ben, écoute, si tu reprends l'offre et la demande, je ne devrais pas le dire, mais ça nous, entre guillemets, aiderait. Oui, Parce que si, le 20 000 hectares de trop, entre guillemets, d'augmentation, parce que, écoute, pour le soya, je n'ai pas de crainte, Sylvain. Le soya, c'est un grain d'exportation. On exporte 1 million de tonnes de soya. On pourrait doubler, tripler notre production de soya. Ça n'affecterait en rien le marché mondial. On a la capacité avec les ports du Saint-Laurent. Ce n'est pas ça qui va perturber la base, c'est une base d'exportation. Donc, on produit un peu plus, un peu moins. Franchement, ça n'a aucun impact. Par contre, pour le maïs, ça a beaucoup d'impact. Alors, si on veut être positif, Sylvain, je te dirais, tu m'enlèverais pas juste 20 000 hectares de maïs, mais tu m'enlèverais 40 000 hectares de maïs. Mets-moi tout ça dans le soya, tout le monde va être heureux, vu comme ça, oui. vu comme ça. Ouais. En notant, évidemment, qu'en bout de ligne, vous ayez quand même de bons rendements dans le Oui, soya. oui, effectivement. Alors, écoutez, allez-y, je vois deux mains levées. On va commencer par la première. Pas Régent, l'autre, monsieur ou madame Patnaud. On vous entend pas. Bon, Régent, vas-y. Oui, ça peut arriver que, comme l'année passée, on a vu des céréales, nous autres, c'était bien parti, puis on s'est ramassé en catastrophe. C'est plus malisé dans le maïs soya, mais c'est quelque chose de plausible aussi. Ben, plausible, je dirais possible. Possible, Plausible, oui. plausible, c'est trop tôt, mais possible. Oui, écoute, tout peut arriver. Écoute, Ouais. moi, j'avais un mentor quand j'ai commencé ma carrière qui disait, Ramsey, c'est pas compliqué. Tant que le grain n'est pas dans le silo, tout peut arriver. Et si tu vas à cette limite, c'est certain. Mais je dirais, on y va par étapes. Moi, j'aimerais d'abord avoir les superficies ensemencées à la fin juin. Donc, Statistique Canada, USDA, qu'on sache qu'est-ce qui s'est semé. Puis,
Normalement, je te dirais ensuite, à la mi-juillet, commence à avoir quand même une certaine idée des rendements, mi-juillet, fin juillet. Alors, faut le suivre. On va suivre les récoltes. On peut rien faire d'autre. Et on va suivre la guerre commerciale aussi. OK. C'est une question que je me posais là parce que depuis une couple d'années, il n'y a jamais eu de catastrophe ben dans le maïs soya. Céréales, oui, mais tout peut arriver, hein? Effectivement. Et aux États, ça va bien, ça fait plusieurs années aussi. Ils sont peut-être dû la moyenne va arriver que ça va lui tomber sa tête, hein? Écoute, ça semble pas être dans les prévisions, mais tu as raison, les modèles météo peuvent changer. Ça pourrait revirer de bord. La seule chose que je dirais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Pour ceux qui suivent beaucoup Niño, Niña, tout ça, les deux grands phénomènes, actuellement, on est dans une phase plutôt neutre, ni l'un Oui. ni l'autre. Parce que là, 2 ans, 3 ans qu'il n'y a pas eu de récolte dans l'Ouest, ça a été au milieu de l'été avant que voir qu'il n'y aura pas de récolte pantoute, hein? Oui, il y a 3 ans, ils avaient eu une très mauvaise récolte. Il y a 2 ans, ils ont eu une excellente récolte. Ouais, L'année passée, ils ont eu une petite récolte, mais d'excellente qualité. La ouais. qualité était quand même excellente. Cette année, comme je te dis, ça c'était sec, très sec. Là, ils sont contents, mais c'est trop tôt. On ne peut pas encore se prononcer. Tu peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein? Tout à fait d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent arriver dans le climat, là. Oui, Parce que l'année passée, nous autres, dans les céréales, surtout au Québec, on y a goûté beaucoup, là. Mais ça peut arriver aux États aussi. Il faudrait que ça y aille bien ici, puis ça y aille plus mal ailleurs. ouais, bon, écoute, on peut espérer certaines choses, mais on va voir. Il y a un Écoute, petit peu, il y a ouais. un petit peu de monde un peu partout. Montérégie, ont-tu commencé à déneiger un peu ou c'est pas commencé? Nous autres, ici, ça va bien, là, mais je sais que la région de Montréal, ça va plus mal. C'est pas commencé trop, je pense. Qui veut répondre à Régent? Allez-y, prenez la parole. Ben, dans l'extrême sud, Régent, là, ça ne fait pas poussière encore. Non. Non, non, ça commence et il s'était là à vouloir ouvrir un peu des champs, mais encore aujourd'hui, là, il est venu une petite averse, puis tantôt encore, il y avait une belle arc-en-ciel. C'est beau dans ce temps-ci. Euh, Nous autres, par ici, tous les champs, ça rentre partout. Il n'y a pas de champ que ça rentre pas, là. On tente un petit peu pour le soya, on trouve ça de bonheur parce que des fois, il arrive des gelées, là. OK. Alors, ça l'était encore du fumier, là. Fait que il y en a encore, d'après moi. Ça va commencer peut-être, là. Demain, c'est vendredi, là. Vendredi, peut-être un peu plus, puis peut-être samedi, il y en a qui vont commencer à semer, là, dans ce coin-là, là. C'est à cause qu'il y en a qui disent vous voulez pas céder vos tracteurs, vous les laissez d'écho. Ouais, bon, ils avaient tout shiny pour faire une manifestation. Ah, OK. Vous voulez garder propre. Hey, quand tu te fais dire par les gars du lac Saint-Jean là, que c'est d'ouvrage, ouvrir le hood puis nettoyer les filtreurs à l'air parce qu'il y a trop de poussière, Non. pas jouer dans la poussière. On est à manger de mer ici aussi. Ça a poussé. Ah oui? Bon, mais Ouais. profitez-en. Ben, il y a une pluie de temps en temps, là, mais ça dure une journée, ça arrête, puis ça repart tout de suite de la grosse poussière. Là. Bon, Ramzy, moi, j'ai une question dans le chat pour toi. Oui, J'en ai vas-y. même deux. Alors, là, je suis désolée, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Patnaud, là. J'ai juste. La première question était comment vont les semis en Ontario? Et la deuxième, y a-t-il encore beaucoup de maïs qui entre de l'Ontario? Les semis en Ontario ont été. C'est un petit peu comme en Montérégie, là. Il y a eu des pluies et autres, donc ils appellent ça en anglais, ils ont une bonne expression.
on and off. Ça démarre, ça arrête, ça reprend. J'ai parlé avec des gens de Grain Farmers of Ontario. Ils me disent il y a certains retards, mais c'est vraiment très variable. C'est très variable, même dans une même région. Certains ont reçu des pluies, puis juste à côté, 5-10 km plus loin, pas de pluie. Mais dans l'ensemble, vraiment d'inquiétude. La deuxième question, le maïs de l'Ontario qui rentre. Malheureusement, oui. Et puis, c'est drôle parce qu'on avait, enfin drôle, on avait une rencontre aujourd'hui avec quelqu'un de Varennes par rapport à la norme sur la nouvelle norme qui va entrer en vigueur sur les biocarburants. Puis, il parlait d'aviser les producteurs qui ont déjà signé des contrats parce qu'ils vont devoir signer un document d'une page disant qu'ils répondent aux normes de l'agriculture durable, etc. En tous les cas, et à un moment donné, il a mentionné qu'il avait 175 producteurs à avertir en Ontario. Donc, oui, maïs ontarien continue à rentrer, va continuer à rentrer. Mais là, malgré tout, il faut quand même garder à l'esprit la différence de prix s'est rééquilibrée, malheureusement à cause de la baisse qu'on a connue au Québec. Lorsque vous vous rappellerez, à la fin de l'été passé, jusqu'au début du battage, on était quasiment à 300 $ la tonne. Oui, on était à un grand écart. Ça attirait beaucoup de maïs de l'Est de l'Ontario. On s'entend rendu au niveau de prix où on est. Il va y en avoir qui va rentrer, mais on n'est pas dans la même dynamique, différence de prix. Mais, mais oui, il continue à rentrer, va continuer à rentrer. En tout cas, j'aimerais prendre cette occasion pour vous remercier tous de vous être joints. Je vous souhaite d'excellents semis, malgré les quelques retards. Et qui sait, peut-être que dans un mois, on aura rattrapé tous ces retards. Alors, bonne saison à tous. Je vous souhaite du rendement et de la qualité. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.